Comme invité, on a la chance d'avoir un Québécois, une étoile dans la Ligue nationale, un gars qui avait un coup de qui me rappelle un peu moi avec son coup de patin si fluide. On a la chance de s'entretenir avec un joueur des Sénateurs d'Ottawa, Thomas Chabot. Merci beaucoup, Thomas, d'être là. Merci à vous autres. Comment ça va, Thomas? Es-tu content de votre début de saison avec les Sens cette année? Oui, ça va bien. Je pense que les 3 premiers matchs s'est très bien passé. C'est certain que c'est différent, c'est difficile un peu. On a plusieurs nouveaux joueurs. On est une équipe qui est jeune, mais je pense que maintenant, on a un meilleur début de saison, puis on continue de s'améliorer en tant qu'équipe, fait que ça regarde bien. Justement, c'était quoi l'ambiance quand tu te présentes à un camp de sélection? Tu le vois, c'est une jeune équipe, mais il y a beaucoup de nouveaux visages aussi qui sont greffés à ça, des vétérans d'un peu partout. C'était quoi l'atmosphère d'entrée de jeu? C'était quand même bien, honnêtement. Je pense que tout le monde qui était là, premièrement, était vraiment heureux de venir avec nous, que ce soit les gars qu'on était allés chercher, les gars signés, peu importe. Tout le monde était content d'être là. On est une équipe qu'on sait qu'on est jeune, ça va prendre du temps, mais en même temps, on est des gars qu'on sait qu'on a quelque chose à prouver, puis tout le monde nous met dans le fond du classement des gens commençant. Fait que je pense qu'on n'a aucune pression de ce côté-là, mais on sait qu'en tant que groupe, on est excité de commencer l'année. En plus, cette année, avec la situation qu'on a de jouer au Canada, je pense que ça rend les choses encore plus intéressantes. Ah, c'est sûr. Puis pour les gens à la maison, là, on a un gardien de but en Murray, Cédric Paquette, Derek Stepan, Dadonov, Galchenyuk, Stützle, Cole Burns, ces nouveaux joueurs. Est-ce qu'il y en a qui ont fait déjà leur marque? Moi, j'ai été changé 2 fois. Je sais que c'est quand même énervant de faire partie d'un échange, changer d'équipe. Y en a-tu qui ont fait leur marque là, en tant que hors-glace, des gars que tu trouves un petit peu drôles? Là? Oui, je pense quasiment, je te dirais que chacun a quelque chose dans l'affaire. Je pense qu'un gars comme Watson qui est arrivé, c'est un gars qui amène énormément d'énergie, qui parle tout le temps, quasiment un peu hyperactif qu'on pourrait le mettre. Un gars comme Derek Stepan, ça dit des niaiseries, ça a du fun. À tous les matins, il rentre sur l'île en face, toujours une joke à dire ou peu importe. Non, ils ont tous chacun amené leur petite affaire. Les jeunes, c'était des gars qu'on connaissait, comme tu as dit, Jimmy qui arrive à notre équipe. C'est un gars qui est plus jeune, mais il a joué avec des adultes en Allemagne, il est habitué, c'est bien intégré au groupe. C'est un gars qui est toujours un sourire d'en face, qui est heureux d'être là. Tu vois vraiment que chaque journée pour lui à l'Arena, c'est la plus belle journée dans sa vie. Fait que non, ça va vraiment bien. On a vraiment un bon groupe de gars. Les gars qu'on est allés chercher sont tous bien intégrés. Bien, justement, tu viens de mentionner Jimmy. Et là, tu parles de Tim Stützle, le choix de première ronde, l'Allemand qui s'est présenté. J'aimerais que tu nous expliques déjà, il vient d'arriver, Tim Stützle. Moi, je fais pas le lien tout de suite. C'est pourquoi il s'appelle Jimmy? Jimmy, ça a commencé pendant notre camp, quand il était au championnat mondial junior, on écoutait la game. Puis, tu sais, on est une équipe qui est jeune, on a le 3e show total. Il y a tellement d'excitement autour de Stützle qui s'en vient avec nous. Puis on s'est juste dit entre les boys, on met qu'il arrive, mais qu'il se présente. Tu sais, quand il arrive, tu te présentes, tu dis Tim, moi c'est Thomas Enchanté, peu importe. Tu sais, tout le monde le connaît, tout le monde dans la ville le connaît. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas juste mec qui arrive, inventer un nom, fait comme ça, qu'on fasse comme si on savait pas qui était qui. Puis finalement, ça a comme continué, les coachs ont embarqué, les coachs ont commencé à l'appeler Jimmy, James. Fait que tout a comme été un peu... tout a comme été changé, fait que ça a fait comme une histoire un peu drôle. Puis lui, il est juste content. Puis ça lui fait bien plaisir. Puis il a bien du fun à ce qu'on l'appelle un nom différent. Mais est-ce qu'il le réalise là présentement ou lui, il appelle chez eux en Allemagne, il parle à ses parents, puis hey, je pète Jimmy, il comprend pas pourquoi il parle à ses parents. Il dit voyons, comment ça qu'il m'appelle de même? Ou c'est de quoi là, tout le monde rit de ça, puis il va nous voir là-dessus. Tu voulais-tu juste montrer que tu connaissais un petit peu l'allemand? Hey, moi, je parle l'allemand. Je parle beaucoup mieux allemand que français. Non, je pense que c'est sûr que ses parents qui regardent des entrevues et qui voient qu'on l'appelle tout Jimmy, ils doivent absolument rien comprendre. Mais lui, il va juste avec. Je pense qu'il trouve ça drôle. Il est arrivé, tout le monde l'appelle Jimmy. Puis c'est une façon que c'est bien intégré au groupe. Puis il y a du plaisir avec ça. Puis tout le monde est correct. Tout le monde le sait que c'est une joke au bout de la ligne. C'est juste, je pense que ça va rester pour les 10 prochaines années qu'il va être à Ottawa. Ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour faire référence avec Evgeny Malkin. Lui ici, c'est Gino, son surnom. Mais pourquoi... Fouille-moi encore, là, c'est Ryan Malone sur le coin d'une table qui avait... c'est ça part de rien. Exact. Écoute, tu parlais en début d'entrevue un petit peu jouer les négligés cette saison. C'est quoi votre approche en rapport à ça? Honnêtement, on sait que sur papier, peu importe les équipes qu'on va faire face au Canada, sur papier, on est probablement l'équipe techniquement la moins talentueuse.
Mais regarde, à chaque année, on voit comme une équipe comme Columbus qui font des surprises dans les séries, qui jouent la game de la bonne façon. Je pense que c'est une approche qu'on va avoir nous autres. On sait qu'on ne gagnera pas les games contre, mettons, Toronto. Si on veut faire un game up and down, se changer les buts, on sait qu'ils vont nous battre, qu'ils ont plus de talent offensif que nous. Mais si on trouve une façon de vraiment faire mes jeux, rien donner à l'autre équipe, je pense que c'est le même qu'on va avoir du succès. Thomas, justement, tu es un vétéran, là. Tu es un des ceux-là que ça fait le plus longtemps qu'il est à Ottawa. Tu es un vétéran, tu as un rôle de leader. Tu vois tous ces nouveaux visages-là arriver. Puis habituellement, là, après un camp de sélection, où justement, quand il y a beaucoup de nouveaux visages qui se présentent, on veut bâtir un esprit d'équipe. Hein? On veut bâtir un esprit d'équipe. Fait que là, c'est des soirées de boys, c'est les soupers sur la route. C'est la façon d'apprendre. C'était ton rôle. C'était mon rôle. Mais là, tu peux pas faire ça. En temps de COVID, ça se résume à quoi, ça, être capable de justement apprendre à connaître ces gars-là? Honnêtement, c'était beaucoup de temps passé dans le lounge à l'arena à juste être ensemble, rester après pratique, apprendre à se connaître. C'est comme tu viens de dire, on est testé à tous les jours, puis on sait qu'on n'est pas, on peut pas se transmettre le virus, mais je parle en tant que province, ici en Ontario, tout est fermé. Fait que je pense que ce serait injuste pour nous un peu de se rapprocher puis de se regrouper ensemble. Fait que je pense que c'est beaucoup plus de temps à l'aréna. À l'aréna, on passe du temps après pratique à juste parler, à se conter d'histoires, à apprendre à se connaître. Puis je pense que le moment il vienne la semaine prochaine d'aller sur la route, c'est là qu'on va prendre plus de temps à vraiment être juste les boys ensemble, passer plus de temps ensemble. Thomas, ta première expérience cette semaine sans fans dans les estrades pour toi, comment avez-vous vécu ça? Un petit peu un match d'ouverture. T'sais, on parlait des matchs de série l'an passé, c'était quelque chose. Mais là, un match d'ouverture, tout le monde applaudit, il n'y a pas de fans dans les estrades. C'était bizarre pour toi? Oui, c'était bizarre, c'est sûr. Je pense que l'énergie, ben, vous le savez, c'est l'énergie que les fans amènent d'une game, tu peux pas faire ça, tu peux pas l'inventer. Mais non, c'était différent. Mais je pense que nos deux premiers matchs, c'était 2 matchs nous autres en tant qu'équipe. Ça faisait 10 mois qu'on n'avait pas joué, fait que l'énergie était là. Tout le monde était excité de jouer. En plus, c'était contre Toronto, qui a déjà une bonne rivalité. C'est toujours des bons matchs contre eux. Mais non, je pense en général, c'est certain que c'est différent. On s'en ennuie beaucoup, c'est sûr, des fans, mais je pense dans la situation qu'on est, on se compte juste chanceux d'avoir la chance de pouvoir jouer en ce moment. Moi, j'aimerais revenir un peu en arrière. Parce que tu as déjà un match, à ton jeune âge, tu as déjà un match des étoiles sur ton résumé. Mais y a-tu un moment dans ta carrière qui a eu un déclic, que tu savais non seulement tu peux aller loin au hockey, mais que tu allais être quelque chose de spécial à regarder jouer avec niveau talent? Oui, le moment, c'est quand même difficile à expliquer, mais je pense juste le fait d'avoir la chance de passer ma première année et d'avoir joué quand même plusieurs matchs avec Erik Karlsson. Je pense que c'est un joueur que j'aimais regarder beaucoup à la télévision quand j'étais jeune. C'est un défenseur qui patine bien, un défenseur offensif. Fait que quand j'ai eu la chance de jouer avec lui, l'année d'après, il s'est fait changer, puis j'ai comme été un peu mis dans ce rôle-là. Ça a été un moment, un changement assez rapide pour ma jeune carrière. Je pense que c'était seulement ma 2e année dans le national. Je jouais déjà des minutes, des grosses minutes, je devrais dire, d'un match. Je pense que ça s'est comme plus passé là que j'ai su que j'étais capable de faire ce rôle-là, puis avoir un impact dans les matchs, puis être bon pour mon équipe. Une de tes plus grandes forces, Thomas, c'est ton patin. Je pense qu'il y a un patineur d'exception, comme Bruno l'était, mais juste un petit peu meilleur. J'aime poser la question à des joueurs comme toi parce que c'est intéressant, puis pour le développement des jeunes à la maison aussi. Pour toi, là, être un bon patineur, ça passe plus par la force ou la technique de patin? Je pense que c'est beaucoup plus la technique. Je prends beaucoup de temps l'été à vraiment, avec Yannick Tremblay à Québec, de prendre du temps à vraiment me mettre dans des positions que probablement que d'un match, tu ne seras jamais, honnêtement, mais je pense que ça te met vraiment d'une zone inconfortable qui continue à vraiment te pratiquer dans des situations que t'es vraiment pas bon, dans le fond, parce que vous savez comment c'est, si on embarque sur la glace nous-mêmes, on va faire toutes les choses qu'on sait qu'on est bon, puis qu'on sait que ça va bien, puis que tu parais bien, puis toutes les choses vont bien, mais non, c'est ça, je mets beaucoup de temps là-dessus à vraiment me focusser, à essayer de me mettre dans des zones vraiment inconfortables, de la façon dont je patine, des situations différentes, que comme j'ai dit, que ça n'arrive pas dans les matchs, mais je pense que c'est ça qui fait que je m'améliore de plus en plus, puis que je suis un patineur comme ça. Donc, être confortable dans l'inconfortabilité,
C'est comme moi quand je recevais une passe du revers, je l'échappais, mais je travaillais pas sur mon revers parce que c'est plat de travailler sur son revers. Donc, pour les jeunes à la maison, travailler sur les choses dont vous êtes le moins bon. Je sais que c'est moins le fun, ça paraît moins bien en entraînement ou dans un camp d'entraînement, mais écoutez, Thomas, c'est un professionnel. Bien, justement, Thomas, tu parles de ça, tu te mets dans des zones d'inconfort. C'est quoi les aspects de ton jeu? Parce que tu veux tout le temps t'améliorer, tu sais que tu as tes forces et faiblesses, mais pour toi, c'est quoi les aspects de ton jeu sur lesquels tu dis, OK, moi, je veux taper là-dessus pour devenir le défenseur complet, constant? Ben, c'est surtout dans ma zone défensive, honnêtement. C'est, je suis pas le gars le plus gros physiquement, je suis pas le gars le plus fort physiquement. Puis, on travaille à chaque été là-dessus, puis on essaie de s'améliorer, mais on sait que ça n'arrive pas du jour au lendemain non plus. Mais non, c'est surtout de gagner mes batailles dans les coins, c'est souvent en avant du filet. Les gars sont gros, les gars sont forts physiquement. Dans les 2 dernières années, j'ai joué tous les soirs, je suis contre la première ligne, contre les meilleurs joueurs de chaque équipe. Fait que, c'est des situations qu'il faut quand même que tu t'habitues, mais je pense que c'est un processus que j'aime. Je pense faire des feats à chaque soir, d'avoir la chance de défendre des gars comme McDavid, Crosby, McKinnon. Si tu fais la job à la fin de la soirée, c'est quelque chose que tu peux que je prends beaucoup de fierté dedans, mais je pense que je te dirais c'est surtout là-dessus que je me concentre à chaque année, continuer de m'améliorer, c'est de faire de moi un défenseur bon dans les 200 à patinoire. Bien, justement, là, tu parlais tu jouais contre les premiers trios de l'autre côté à tous les soirs. Tu sais, c'est quoi ton défi le lendemain, habituellement, quand tu arrives dans une ville ou qu'il y a une équipe qui s'en vient chez vous? Moi, je me rappelle, j'ai eu une partie de ma carrière, je faisais ça avec Brendan Witt. Puis c'était pas le trio le plus talentueux, mais quand j'allais à Toronto, c'était Sundin, Antropov puis Ponikarovsky. C'était 6 pieds 3, 2,20, 2,30 minimum. J'avais la face d'un culotte toute la soirée, puisque tout ce qu'ils faisaient, c'était protéger la rondelle. Ah, j'haïssais ça descendre à Toronto. Ah, j'haïssais ça. Mais toi, y a-tu un trio? Y a-tu une place, une équipe que tu sais que tu vas faire face à eux autres? Tu fais, ah non, tabarouette, ça va être long. Ça a toujours été Boston. On les joue souvent. Je pense que cette ligne-là de Bergeron, Marchand, Pastrnak, qui ont toujours... tous les moments que tu penses que ta game va bien, ils vont trouver une façon de trouver quelque chose d'autre. Tu sais, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Ils savent, ils sont partout sur la glace. Ils savent que Pastrnak est toujours de l'autre côté, son one-timer. Bergeron est toujours à quelque part dans l'enclave à se positionner. Tu sais, ils sont tellement difficiles à défendre juste par l'expérience qu'ils ont, le temps que ça fait qu'ils jouent ensemble, qu'ils se trouvent partout sur la patinoire. C'est des gars extrêmement intelligents. En plus, Marchand, c'est un gars qui est tannant à jouer contre, qui est physique, qui est toujours en train de parler et tout ça. Fait, je pense que ce serait une de ces lignes-là, certain, qui est difficile à jouer contre. Je veux revenir en arrière un petit peu. En 2016-2017, tu as vécu une saison de rêve. Défenseur de l'année. Tu as gagné le championnat junior majeur avec Saint John. Tu as gagné, comme moi, le trophée Guy Lafleur. Fallait que je le mette là-dedans. Là. Après ça... Bravo les boys, bravo, vous êtes bons. Merci. Championnat mondial junior. Tu as même joué un match dans la Ligue nationale avec les Sénateurs d'Ottawa. Et là, la deuxième saison, tu arrives professionnel, 2017-2018, et tu commences ta saison à Belleville. Peux-tu me parler un peu de, comment tu as appris ça et quelle partie ça a fait pour toi dans ton développement? Honnêtement, c'est sûr, ce serait de mentir de te dire que je l'ai bien pris. Là, je parle de n'importe quel joueur de hockey, tu veux tout de suite jouer dans la Ligue nationale. Mais en même temps, je pense que le processus en tant que défenseur, surtout quand on est jeune, c'est vraiment de passer par la Ligue américaine. Je peux pas parler comme si j'ai passé énormément de temps là. Je pense que j'ai joué 12 ou 13 games seulement, mais non, ça a été difficile. Je pense je voulais faire, comme tu as dit, avec l'année que j'avais eue, avec le championnat mondial junior j'avais eu, je sentais que j'étais prêt à faire le saut dans la Ligue nationale. Ça a tombé au même moment que les Sénateurs cette année-là. Ils étaient à un but d'aller à la Coupe cette année quand ils ont perdu contre Pittsburgh. Fait que je m'attendais un peu peut-être que j'allais passer le début de l'année dans la Ligue américaine. Fait que c'est une situation qui était différente, mais je pense en même temps, je pense d'avoir passé du temps là, d'avoir un peu appris à jouer dans la Ligue américaine, après ça avoir été callé up une couple de fois, redescendre, remonter, d'avoir vécu ces moments-là, je pense que ça m'a aidé pour les années à suivre. Y a-tu quelqu'un en particulier? Les débuts professionnels, c'est toujours particulier. Peu importe tu arrives de où, là, de vraiment te préparer à tout ce que ça va être, devenir un pro, c'est pas évident. Ça a été qui pour toi, le gars, l'influence qui t'a pris sous son aile pour t'aider justement à devenir un pro?
Ça a été Derek Brassard. Dès que je suis arrivé à 19 ans, l'année que j'avais juste joué une game, j'avais été vivre avec. J'avais été là pendant, je pense, au-dessus d'un mois et demi peut-être. Mais j'ai juste joué une game. J'avais été là pour 10 games total. Je n'avais juste joué une. Puis ils m'avaient amené chez eux à vivre chez eux l'année d'après quand j'ai fait l'équipe après avoir été descendu dans la Ligue américaine. J'ai vécu avec. J'étais dans son... on vivait ensemble. Au mois de février, au trade deadline, peu importe, c'est fait échanger. Fait que c'est là que je suis comme un peu plus parti tout seul. Mais je pense que c'est lui qui m'a énormément aidé en dehors de la glace. Il m'amenait partout, je suivais. J'apprenais un peu plus à comment vivre, à comment se porter en dehors de la glace pour performer dans la Ligue nationale. Il m'a énormément aidé, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense Jean-Gabriel Pajot était quelqu'un aussi qui m'a énormément aidé à Ottawa. Tu sais, j'ai été chanceux. Je suis rentré, ma première année dans la Ligue, j'avais Derek Brassard, j'avais Alex Burrows, qui est un gars extraordinaire. Puis j'avais Pajot, 3 Québécois en plus pour m'entourer, être là, m'aider. N'importe quand que j'avais des situations, des matchs plus durs, j'avais des gars comme Burrows qui venaient m'aider, qui venaient me parler, qui étaient tout le temps là à me soutenir. Fait que tu sais, j'ai vraiment été chanceux, j'ai été mis dans une très bonne position, c'est sûr. C'est là qu'on parle de l'importance du leadership dans une équipe. Là, tu nommes ces 3 gars-là, ces trois gars de qualité là, pour les connaître personnellement. Là. Donc, c'est important, les vétérans de qualité dans une équipe. Écoute, Thomas, cette saison, c'est une saison particulière. 56 matchs en 108 jours, quelque chose comme ça. Parle-moi un petit peu, est-ce que tu as une routine? Tu vas jouer des 25 minutes par match, tu es un des défenseurs les plus employés. As-tu une routine pour récupérer, de récupération, des choses que tu fais, pas qui sortent de l'ordinaire, là, mais tu sais, je sais qu'il y en a qui ont des Normatec, des bains froids. Il y a plein de gadgets maintenant, plein de bébelles là, pour ça. Là. Y a-tu des choses que tu fais, pas qui sortent de l'ordinaire, mais juste ta routine d'après-match? Oui, non, je n'ai, comme tu viens de dire, je pense qu'on est tellement rendu avec des différents gadgets aujourd'hui de récupération, que ce soit le Normatec, que ce soit le Mark Pro, c'est un genre de patch de pulsation un peu qui aide à récupérer tes muscles. Tu sais, je fais toutes ces petites affaires-là. Le bon vieux, la bonne méthode du bain de glace aussi, qui est toujours là, toujours très effectif. Non, je pense que toutes ces petites affaires-là, je continue de faire, mais je parle... quand on parle en chambre avec les gars, un gars comme Branson qui joue qu'à 29 ans, je peux pas chialer que je suis fatigué un matin. Je suis encore jeune, j'ai encore les jambes fraîches, puis tout va bien, mais non, c'est sûr qu'on essaie d'utiliser toutes ces petites affaires-là à notre avantage, surtout comme tu as dit, avec 56 games en 108 jours, ça vient vite, puis il y a beaucoup de 2 matchs en 2 soirs, il y a beaucoup de voyagements à aller dans l'Ouest canadien, mais je pense, dans la situation qu'on est, on essaie de prendre avantage de tout ce qu'on a, puis ça va très bien jusqu'à maintenant. Il est comment dans cette préparation-là, DJ Smith, avec l'équipe, lui aussi, d'essayer de soudre cette équipe-là ensemble puis de donner une identité aux sénateurs d'Ottawa? Parle-moi un peu de l'impact qu'il a, l'entraîneur, jusqu'à maintenant. Ça va bien. C'est un gars qui amène énormément d'énergie. Il aime ça parler. Je pense avant une pratique, des fois, il va passer dans le lounge puis il va conter des histoires. Il aime ça parler, il aime ça rendre les gars ensemble, faire rire tout le monde. Mais je pense que quand c'est le temps d'embarquer sa glace, c'est le temps de travailler. Puis il a mis ça clair dès le premier jour au camp d'entraînement. Comme on parlait tantôt avant l'entrevue, on a tellement de nouveaux joueurs. On est une équipe complètement... je me rappelle, je pense qu'on était 6, 7, 8 joueurs peut-être de l'équipe de l'année passée. Donc, c'était complètement nouveau. Fait il a fait ça arriver directement au camp d'entraînement. Tout le monde a embarqué dans le même bateau. C'est sûr que ça arrive avec pas de match pré-saison. Cette année, c'est un peu plus difficile à tout de suite commencer le premier match de saison. Mais déjà en 3 matchs, on est content de la façon que ça arrive. Puis DJ, ça. Les pratiques sont courtes, sont vraiment intenses. Si ça va pas de sa façon, on va le savoir assez vite. Puis jusqu'à maintenant, non, ça va bien. C'est ma 2e année avec. Puis je pense que c'est un gars qui... tu veux travailler pour lui, il est honnête avec toi. C'est un match... c'est un match qui va moins bien, il te rend compte, tu te montres ce que tu veux t'améliorer, puis il est toujours honnête. Il présente tout ça en avant de toi, puis je pense que tout le monde aime ça. Tu parlais tantôt de Carlson qui t'a aidé, que tu avais regardé jouer un petit peu avant d'arriver dans la Ligue nationale pour son style de jeu. Quels ont été les autres défenseurs ou un défenseur auquel que tu dis, lui, je veux mouler ma game pour devenir un petit peu comme lui? Premièrement, est-ce que tu avais une équipe préférée que tu regardais quand tu grandissais à Sainte-Marie-de-Beauce? Et aussi, quel défenseur que tu dis, lui, là, je pense que je pourrais ressembler à lui? Oui, c'était le Canadien, évidemment, en grandissant. C'était toujours l'équipe que moi et mon frère, on écoutait. On n'a pas manqué 20 matchs quand on était jeunes.
Mais non, je pense, honnêtement, c'est difficile de te dire un défenseur. Je pense que j'ai toujours été le genre de gars qui adore écouter le hockey. Le matin, Sport 30, je l'écoutais avec mon frère à peu près 70 fois le matin. Tous les matchs le soir, jusqu'à temps que mon père me disait d'aller me coucher, j'écoutais les matchs. Fait que, c'est toujours, tous les matchs que j'écoutais, il y avait toujours un défenseur que j'aimais regarder, que ce soit les Dowdy, les Duncan Keith, que ce soit... Il y en a toujours eu, il y en a toujours des différents. J'essaie toujours de regarder vraiment chaque match, peu importe contre qui le Canadien jouait, j'essayais de regarder un défenseur que j'aimais beaucoup, j'aimais la façon qu'il jouait. C'était plus comme ça que j'y allais que vraiment un joueur que j'aimais énormément beaucoup. Tu as parlé tantôt qu'il n'y avait pas de match hors concours. Et un des aspects que moi, je me posais la question au début, c'est que dans le sport, mais dans le hockey, comme dans n'importe quel autre sport, tu as plein de bébites de superstitions. Puis normalement, tu as les matchs hors concours pour justement établir ces superstitions-là, puis que ça marche dans la période d'échauffement. Puis c'est qui le premier qui embarque, le premier qui sort, le premier dans la douche. Tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent, puis après une couple de mois, tu les connais par cœur. Tu sais que lui fait ça, lui fait ça, lui fait ça. Ça a-tu fait un petit chaos là, pour le premier match, fait que personne n'est capable d'établir leur superstition? Honnêtement, ça l'a pas été trop pire. Je pense que le plus gros chaos pour nous, ça a été le premier match de la saison. C'est tout, comme tu viens de parler, tes superstitions, tout ce que tu fais avant tes games. C'est comme t'arrives, t'es pas trop sûr, tu fais ton warm-up avant la game, t'es comme, tu sais, j'ai-tu oublié de quoi? Ça faisait quand même au-dessus de 300 jours qu'on avait joué au hockey. T'es comme pas trop sûr, tu te rappelles pas de ce qu'il faut que tu fasses, c'est à quel moment, à quel temps sur l'horloge que tu le fais, des affaires de même. C'était plus ça qui était différent, mais que ça faisait tellement longtemps qu'on avait joué, mais non, je pense que tout le monde a leur petite affaire, puis je pense qu'on s'est arrangé, on a eu des matchs intra-équipe, c'est sûr, c'est pas des matchs pré-saison, tu joues quand même contre tes coéquipiers en face de toi, mais non, ça s'est quand même bien passé, puis on était prêts pour le premier match. Tu devrais voir les superstitions de Bruno puis moi avant le show, Max et Bruno. La liste est là, on est ici à 8 h le matin. Ben oui, puis après, c'est qui le premier dans la douche, puis tout ça, c'est fou. Écoute, moi, je voulais savoir, y a-tu quelqu'un, admettons, je repense à ma carrière, il y a toujours des gens qui ont vraiment aidé ma carrière, que ce soit un coach, mon père, peu importe. Y a-tu des gens que tu aimerais prendre le temps de dire que lui, là, il a vraiment eu un grand rôle à jouer dans ma carrière? Oui, bien, c'est sûr, comme tu as dit, nos parents, c'est le plus gros rôle qu'on peut pas avoir. On ne se serait jamais rendu ici sans eux autres. Mais je te dirais qu'en ce moment, pendant ma carrière, c'est surtout Paul Boutier. C'est un coach que j'ai eu à Saint John. Il a joué dans la Ligue nationale lui aussi. Il a eu une belle carrière aussi. C'est vraiment un coach qui voit la game d'une façon différente, qui t'amène vraiment des aspects que pas nécessairement que tu verrais ou que tu penserais. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est tellement facile. On est filmé partout, de n'importe quelle angle, ça glace. Fait qu'il y a du vidéo, tout le monde a accès à ça. Fait qu'on on fait beaucoup de vidéos qui amènent vraiment des points que peut-être des fois tes entraîneurs n'auraient pas vu ou toi-même en tant que joueur, tu ne verrais pas. Puis c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément aidé. Il a toujours pris le temps. Que ce soit l'été, que ce soit en pleine saison, si j'ai besoin de l'appeler. Tu sais, l'année passée, mon début de saison, ça allait moins bien. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec, essayer de trouver des façons vraiment de ramener le joueur que j'étais. Ben, tu sais, vous savez, tu sais, il y a des moments que dans des carrières, ça vient difficile à certains moments, puis tu oublies un peu la façon que tu joues quand ça va moins bien. Puis il a toujours été là vraiment pour me ramener, puis essayer de m'amener des meilleurs points, des affaires pour venir de retrouver ma game. Moi, je voulais savoir, Thomas Chabot, lui, personnellement, est-ce que tu es quelqu'un qui te donne des objectifs court, moyen, long terme? Oui puis non. Pas nécessairement en termes de chiffres ou rien. Je suis pas quelqu'un qui se met des objectifs là-dessus. Mais je suis quelqu'un qui veut vraiment, comme toujours, performer. Premièrement, comme n'importe qui d'autre, j'ai perdre. Ça fait 3 ans, je pense qu'on a des années plus difficiles. Fait que cette année, c'est surtout là-dessus que j'aimerais ça. Vraiment prendre un step en tant qu'organisation. On est une meilleure équipe qu'on était l'année passée. Mais c'est certain que je pense que mon objectif, c'est toujours d'essayer de faire... ça sonne banal, mais toujours d'essayer de faire le mieux que je peux pour aider l'équipe. Je suis un gars qui a beaucoup de temps de glace. Je suis un gars qui peut avoir un impact sur une game, je pense, moi, personnellement. Puis c'est tout le temps ça que j'essaie d'amener à chaque soir, chaque saison.
Moi, j'aimerais savoir, tu as vécu quand même beaucoup de choses. On parle de tes années à Saint-John, les championnats mondiaux juniors, ton arrivée avec les Alouettes d'Ottawa. Ça serait quoi, si tu peux mettre ton doigt sur ton moment préféré de ta carrière jusqu'à présent? Mon moment préféré, je pense, c'est d'avoir gagné la GMQ. Je pense que j'ai passé, ma première année à Saint-John, on a gagné, je pense, 16 ou 18 games. Pour la dernière année, je pense qu'on a gagné au-dessus de 50. Fait que, juste d'avoir vécu ce processus-là avec les gars de cette année-là qui se sont fait repêcher avec moi, on a été ensemble tout le long pendant les 4 années pour que la dernière année, on gagne tout. Je pense qu'on a fait les séries 16 victoires, 2 défaites. Fait que, toute cette année-là, c'était vraiment une des plus belles années de ma vie. Je pense gagner. Toi, Max, tu as gagné la Coupe cette année. Fait que ça, j'imagine pas à quel point c'est le fun, mais juste d'avoir gagné la Coupe du Président, c'est spécial. Gagner rien mieux que ça dans la vie, de gagner ta ligue. Fait que je pense que je dirais que c'est ça le moment. Ah, ben c'est ça, c'est le fun, parce que moi et toi, on peut vraiment se comprendre quand on jase. Moi, justement, tu parles junior, puis de ta conquête, puis tout. Tu as joué ton junior au complet avec Matt Joseph. Puis Matt Joseph, étant un Québécois qui évolue dans la Ligue nationale, c'est sûr qu'on va vouloir l'avoir à Maxi Bruno. Mais avant de l'avoir, est-ce que tu peux te donner un peu de munitions sur lui, une couple de secrets gênants sur Mr. Joseph? Tantôt, tu as parlé de superstition. Lui, c'en est un qui était bon pour ça. Il y a eu le stretch à notre dernière année à Saint John qui, je pense qu'il avait fait 24 games en ligne avec un but ou quelque chose de même. Il y avait eu vraiment un bon stretch puis c'était rendu comme... Chaque petite superstition, si tu faisais une pause dans le warm-up, la game d'après, tu oubliais, il venait vraiment te voir, il venait te dire de te faire la passe. C'est vraiment un gars qui est superstitieux, puis il haïssait ça que je dis. J'arrêtais pas de dire arrête d'être superstitieux, puis il haïssait ça moi. Fait que, il parlera de ça, il va sûrement vous dire qu'il est pas superstitieux, mais il est quand même assez intense. 24 buts, c'est une belle carrière, ça, Bruno. Écoute, Thomas, je te remercie. Vraiment, c'était un plaisir d'avoir la chance de jaser aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance pour cette saison, pour le reste de ta carrière. C'est le fun de vous regarder, puis je vous souhaite pas juste de jouer les troubles fêtes, mais de gagner, parce que vous êtes une belle équipe excitante à regarder évoluer. Merci beaucoup, les gars, j'apprécie. Bonne saison. Wow, tout un défenseur. Moi, là, j'aime tellement ça, le voir jouer, là. Ça me rappelle un jeune Bruno Gervais. Oui, ça a tellement l'air facile. Quand il se déplace à la glace, aucun effort. Mais j'ai été surpris qu'il ne te mentionne pas quand il parlait de Dowdy. Je lui ai demandé de ne pas me mentionner. Ça peut être gênant, puis tout. Puis il a respecté ça. Je suis d'accord. Écoute, cette semaine, à Max et Bruno, on a discuté un petit peu du début de saison des Canadiens, Romanov, les attentes qui étaient élevées, que la première semaine, je pense qu'ils ont été relevés. Le Canadien, on peut encore... planifier le début de la parade de la Coupe Stanley. Oh oui, j'ai acheté ma chaise et tout, mais quand tu parles, les munitions sont là. Puis il y a plein de positifs qui découlent de ça. On a parlé justement dans l'émission à Max et Bruno des avantages numériques. Mais c'est le fait que tu as tellement de profondeur. Il y a 7 attaquants qui ont été utilisés lors du dernier match. Il y a même que Anderson n'a pas joué, mais il aurait pu être en désavantage numérique. Tu as cette profondeur-là. Fait que tu peux en demander plus à tes gars. Quand tu as cette profondeur-là, le niveau d'intensité, l'échec avant, moi, j'ai tripé sur le repli défensif. Puis, tu sais, on dit, tu le sais en anglais, over the puck, là, au-dessus de la rondelle, tout le temps en territoire offensif. Ça permet à tes défenseurs, tes gros, grands défenseurs, d'utiliser cet aspect-là physique, de mettre de la pression, descendre ses alliés adverses. Ils ont tué la vitesse de McDavid, Draisaitl. Présentement, Claude Julien a ce qu'il voulait avoir, des munitions, des outils, de la profondeur. Puis là, tu réalises qu'il sait comment l'utiliser. Bien, exactement. Il m'a coaché à Boston et c'est un entraîneur, on disait, peut-être qui est plus confortable avec des vétérans, des joueurs d'expérience qui savent comment jouer et qui vont respecter le système. Et on l'a vu, comme tu l'as dit, à Edmonton, c'était impressionnant de voir comment les défenseurs étaient confortables à descendre. On parle d'un écart défensif, là, pas juste à la ligne bleue, là, de respecter la ligne bleue puis d'être agressif. Ils descendaient des fois aux oreillettes, qu'on appelle, c'est ça? Oreilles. Aux oreilles? Oui, tu peux dire aux oreillettes. Oreillettes, c'est plus que... Ils descendaient aux oreilles et c'était la responsabilité du troisième homme de toujours couvrir ça. Ils l'ont fait, là, c'était A1. On a vu Edmondson aller justement avec son écart défensif, ce qui a causé le but de Tatar contre Edmonton, qui a fait il a frappé McDavid, qui arrivait pleine vitesse, qui a eu la confiance de le faire pour couper le jeu. Le Dano qui a fait une belle passe à Tatar. Donc, c'est une équipe qui joue avec la confiance,
Encore, on n'a pas vu Perry, Frolic. Donc, on peut encore parler que c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur aussi, tantôt. C'est pas tous les cylindres qui fonctionnent encore en début de saison. Ça va s'ajuster, mais Toffoli, Armia, qui n'ont pas marqué, Kotkaniemi, ça va pouvoir s'ajuster, mais le fait, moi, je veux revenir à l'invité qu'on a eu, là, à Thomas Chabot. Là. Cette position-là de trouble fête, de négligé, ça peut être dangereux. C'est une équipe, c'est des jeunes. Tu regardes leur premier avantage numérique, c'est les Norris, c'est les Tkachuk, c'est Chabot à la défense, c'est Batterson. C'est tous des jeunes joueurs avec un côté naïf un peu. Hey, on n'a rien à perdre, on va l'essayer. Puis là, ils essayent les jeux, les passes ici et ça. C'est une équipe qui peut être très intéressante. Puis, tu sais, Murray aussi, tu enlèves un peu de pression, puis il revient le gardien qui a été à ses débuts avec les Pingouins. Ah ouais. Ça me fait penser un petit peu à une équipe en fin de saison qui sont éliminés des séries éliminatoires. Donc, tu arrives là, normalement, au mois de fin mars, mi-mars, et tu le sais qu'il n'y a aucune chance, tu es automatiquement éliminé des séries éliminatoires. Il te reste 10 matchs à jouer. Toi, tu l'as déjà vécu, Bruno, ça? Là, c'est de jouer les troubles fêtes. C'est de jouer, justement, il n'y a pas un match de facile. Et là, tu as les équipes qui essaient de gagner des matchs, les équipes qui sont au top de la Ligue, qui vont souvent perdre contre des équipes comme ça. Mais là, on se retrouve dans une saison de 56 matchs. Est-ce qu'ils vont être capables de causer surprise pour peut-être même arriver à avoir la quatrième position dans l'Est? Qui sait? Tu sais jamais. Tu sais jamais. Non, ça va être intéressant à suivre, mais tout ça, pour voir, j'ai l'impression qu'il risque d'en avoir encore bien d'autres, des matchs d'étoiles pour Thomas Chabot. Puis, tu sais, sa production offensive va diminuer d'il y a 2 ans à l'année dernière. Mais quand tu perds Hoffman, quand tu perds des Pajot, des Duchesne, des Mark Stone, c'est sûr que les munitions n'étaient pas les mêmes autour de lui. Non. Là, tu retrouves des jeunes talentueux qui ne sont pas encore à leur apogée dans la Ligue nationale, qui commencent, mais le niveau de talent a augmenté. Puis c'est justement un corps arrière comme Thomas Chabot qui, j'ai l'impression que par moment, l'année passée, il voulait tout faire parce que c'était de loin le meilleur joueur sur la patinoire pour les Sénateurs. Là, au moins, d'être entouré, d'être capable de faire, gars, j'ai pas besoin de tout faire, de transporter la rondelle, d'aller ici, d'aller déjouer tout le monde, qui peut faire son rôle comme il faut, de qualité, puis qu'il va pouvoir produire comme ça. C'en est un qui va bénéficier. C'est lui qui a marqué le premier but de la saison. Il est parti en feu. Et ce que je retiens de cette revue-là, c'est que lui et moi, on a une chose en commun, on a gagné le Trophée de la Fleur, et que, sans farce, c'est on dit en anglais, un student of the game, un étudiant du jeu de hockey. Donc, c'est un gars qui va regarder beaucoup de vidéos, grandissant, qui a regardé les matchs. Et je suis certain que quand Thomas Chabot était jeune, il regardait un match là, à la télé du Canadien de Montréal, là, puis qu'il attendait que son père vienne le chercher pour aller se coucher. Là. Il regardait pas juste le Canadien de Montréal. Il regardait le défenseur comme lui, qui transportait la rondelle, qui jouait bien défensivement. Et ça, c'est important pour les gens à la maison. Quand on regarde une vidéo, regardez-le avec du purpose, avec une raison. Et je pense que c'est une des façons, surtout en temps de COVID, qu'on a moins accès à la glace, de continuer de s'améliorer. Très bien dit. Quand on finit quelque chose comme ça, là, moi, là, ça m'épate. Je suis en admiration. C'est un beau moment. Merci. C'était vraiment un beau moment. Max, merci d'avoir partagé. Merci à toi. On se reparle la semaine prochaine. Yes, sir!